Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur notre premier webinaire dédié à l'audiologie. Je vais laisser sans plus attendre la parole au professeur Couloigné qui va introduire ce premier webinaire et présenter notre partenariat avec l'SFORL. Professeur Couloigné, vous pouvez rallumer votre caméra et votre micro. Je pense qu'on va laisser le professeur Taïwan parler du partenariat avec la SFORL. Manifestement, le professeur Couloigné a un petit problème technique. Professeur Taïwan, je vous laisse la parole. Bonsoir, vous m'entendez bien? Voilà, c'est parfait. Voilà. C'est parfait. Alors, au nom de la Société française d'ORL, je suis très heureux d'inaugurer donc cette série de webinaires en partenariat avec Audica, qui a toujours été présent avec nous les ORL pour tous les grands événements que nous avons organisés autour de l'audiologie. Il va y en avoir de plus en plus dans les années prochaines et donc c'est le premier numéro ce soir. Je pense que Vincent va peut-être nous rejoindre dans 1 ou 2 minutes, mais autrement, je pense avoir dit l'essentiel. Cyril, sur le rythme des webinaires, est-ce que tu as une information à donner? Alors, a priori, nous sommes partis pour l'instant sur un webinaire tous les 2 mois. Après, si vraiment le modèle prend bien, on est prêt à le faire tous les mois si nécessaire, mais on démarre pour l'instant sur un rythme de tous les 2 mois et avec un jour qui va probablement se décaler pour des raisons techniques du mardi vers le jeudi. Ensuite, on vous tiendra bien sûr au courant au plus juste. Nous avons choisi un format qui va être basé sur des études de cas de façon à être le plus interactif possible. N'hésitez pas à assaillir nos orateurs de questions, ils sont très impatients d'y répondre. Et vous verrez qu'au fur et à mesure des études de cas, plusieurs sondages vous seront proposés de manière à donner votre avis et d'aller relancer un petit peu la discussion. On va laisser encore quelques secondes pour voir si le professeur Couloigné, je crois qu'il a réussi à se reconnecter derrière, donc il va pouvoir renouveler cette annonce de partenariat. Alors, en attendant, il ne vous a pas échappé que l'actualité de l'audiologie a été très riche depuis 2018. Donc, au niveau de la prise en charge par la solidarité nationale de l'appareillage auditif, mais également pour nous, les ORL, au niveau du bilan diagnostic, pré-appareillage, avec de nouveaux tests qui maintenant rendent éligible le patient à un appareillage, alors même que l'audiométrie tonale peut être normale, et pour les audioprothésistes également, dans le cadre des suivis. Certaines choses demandent d'être précisées et affinées dans les mois ou années à venir, et donc je suis très heureux qu'on puisse travailler avec Audica sur ce sujet. Bon, manifestement, Vincent Couloigné a un souci, donc croyez-moi, il était pourtant ravi d'être là. Le voilà. On va lui essayer une dernière chance avant d'enchaîner pour ne pas prendre trop de retard. Alors, en attendant, je vais quand même vous présenter nos orateurs. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir sur le plateau aujourd'hui le professeur Ong Taïwan, que vous avez déjà entendu, ORL et chef de service d'audiologie et d'autoneurologie de l'hôpital Édouard Herriot, le docteur Lia Guiré, ORL libéral dans les Yvelines, Madame Adeline Chazalcol, qui est audioprothéiste à Voiron, en Isère, et Monsieur Vincent Croze, audioprothéiste, et qui est le directeur de la formation chez Audica. Et nous avons retrouvé le professeur Couloigné, à qui je laisse tout de suite la parole pour renouveler ses vœux de partenariat avec la SFORL. Merci beaucoup, Cyril. Désolée, j'ai perdu brusquement la connexion, donc j'ai dû me reconnecter. En tout cas, oui, je serai très bref, bien sûr. C'est juste pour vous dire à quel point vraiment la Société française d'ORL est très heureuse de lancer ce partenariat qui se fera probablement sous la forme de webinaires qui auront lieu tous les 2 mois. Et évidemment, pour nous, pour notre spécialité, tout ce qui touche à l'audiophoniologie et aux prothèses auditives, c'est quelque chose de fondamental. Et d'ailleurs, je suis particulièrement heureux d'être associé à Ong Taïwan qui, dans ce domaine, fait un travail absolument remarquable pour notre spécialité au sein notamment de la SFA. Et donc voilà, donc c'était pour vous souhaiter très bonne chance et vous dire qu'on était vraiment heureux d'être associé à ce projet. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Écoutez, sans plus attendre, on va lancer les diapositives du premier cas et je vais laisser le professeur Taïwan vous présenter ce premier cas. Alors, le premier cas est celui d'un homme de 61 ans
informaticien de métier, qui va consulter au CHU à la PHP en février dernier, car il a l'impression que sa prothèse gauche est moins efficace. Et il a un acouphène ipsilatéral qui augmente d'intensité. Il se présente à la consultation d'ORL, au Kremlin-Bicêtre, avec un bilan qui a été réalisé par l'audioprothésiste qu'il a appareillé. Et il porte une prothèse intra-auriculaire gauche qui lui a procuré satisfaction du point de vue du gain audioprothétique. Donc vous pouvez voir là l'audiogramme qui a été réalisé, uniquement en conduction aérienne, et vous avez dessous les courbes d'intelligibilité où on voit que sur l'oreille gauche, le maximum d'intelligibilité n'atteint pas 100% et qu'il y a une distorsion qui pourrait évoquer éventuellement une atteinte rétrocochléaire. Alors, donc, il arrive en décembre 2018, donc en région parisienne, et jusque-là, il n'a pas vu d'ORL. Alors, on va laisser peut-être l'assistance regarder un petit peu le cas et puis lancer le premier sondage avec une question avant de donner la parole à nos intervenants. Le premier sondage, c'est pour les ORL présents et pour les audioprothésistes, auriez-vous demandé un examen complémentaire en première intention avant d'appareiller ce patient? Et si oui, lequel parmi les choix proposés? On lance donc ce sondage et je vous laisse y répondre. On va laisser juste quelques 20 secondes, 30 secondes pour que les gens puissent répondre un petit peu. Est-ce que tout le monde voit bien le sondage? Oui, a priori, tout le monde voit le sondage, puisque moi, je vois les résultats évoluer. Je les laisse jusqu'à ce que les résultats s'équilibrent un petit peu. Et on donnera la parole ensuite au docteur Guiré pour analyser le résultat de ce sondage et voir ce qu'elle en pense. Je pense que tout le monde a à peu près répondu. On va arrêter le sondage. Et puis, donc, les résultats du sondage, 54% ont demandé une IRM en première intention, 26% une nouvelle audiométrie complète, 12% des potentiels évoqués auditifs et 6% des présents dans la salle ne demandent pas d'examen complémentaire. Docteur Guiré, un premier commentaire. Alors, un premier commentaire. Bon, l'IRM, je pense que globalement, on rejoint la majorité des présents en disant que oui, bien sûr. Je m'interroge sur l'audiométrie complète. Je pense qu'on pense à la conduction osseuse. Bien sûr, c'est important de savoir si on a une transmission, sachant que ne serait-ce que sur l'audiométrie vocale, la distorsion, la perte d'intelligibilité va faire demander, même avec une transmission, une IRM. Je pense que, parce qu'en pensent mes collègues, mais clairement, l'IRM, c'est ce qu'il faut demander avant tout, parce qu'on pense à une pathologie rétrocochléaire, ne serait-ce que sur la vocale. Alors, Adeline, est-ce qu'en tant qu'audioprothésiste, en voyant arriver ce patient avec une prescription de son médecin traitant, est-ce que tu l'appareilles en première intention? Alors, la question aussi, c'est est-ce que nous, professionnels de l'audition, le simple fait finalement d'avoir cette ordonnance en notre possession, qui est celle-là d'un médecin traitant, nous dédouanerait finalement de faire quelconque autre investigation. Non, en tout cas, dès qu'il y a une perte asymétrique, je pense que ça doit éveiller en nous certaines alertes. Dès qu'il y a une asymétrie tonale, une asymétrie vocale, ou même là, c'est le cas, un acouphène unilatéral, comme il est décrit dans l'anamnèse, c'est des signaux d'alerte. On doit investiguer. Alors, nous, à notre niveau d'audioprothésiste, avec les possibilités que nous avons, au-delà de la tonale et de la vocale, c'est un seuil en CO. À masquer, ça peut être un Weber aussi qui est une épreuve simple, rapide et qui pourrait déjà nous orienter. Et puis ça serait aller chercher surtout les seuils supralibinaires, avec le seuil subjectif d'inconfort, voire le seuil subjectif de confort,
qui nous donnerait une image finalement de la dynamique auditive résiduelle. Et puis, par rapport à ce cas-là, le matériel vocal n'est pas renseigné. Alors, analyser les courbes vocales, on ne sait pas si c'est des logatomes de Dodley ou des dissyllabiques fournies. Sur l'examen, il est venu avec et on ne sait pas, effectivement. Du coup, en tout cas, pour les échanges entre audioprothésistes ou même vers nos interlocuteurs ORL, préciser le matériel vocal lorsqu'on fait une vocale, ça me paraît indispensable. Alors, avant de donner la parole à M. Croze, et peut-être donc Taïwan pour faire un petit point avant de donner la parole à Vincent Croze, ce patient est arrivé donc en février 2020 à l'hôpital et un nouveau bilan audiométrique complet a été refait, que vous voyez ici, et qui montre une dégradation tonale et vocale. Un premier commentaire. Donc là, effectivement, cela laisse présager de effectivement ce qu'on avait potentiellement anticipé. Bon, vous voyez que cette fois-ci, on a fait un bilan avec une conduction osseuse, hein, c'est déjà très bien, et que la vocale s'est considérablement dégradée. Alors, un premier commentaire par rapport à la situation 2021. Voilà, un commentaire un peu politique, j'aimerais bien. Voilà, alors, le gouvernement et le ministère de la Santé a souhaité très fortement donc élargir l'accès à l'appareillage auditif au plus grand nombre en ayant comme je dirais leitmotiv la problématique de répondre aux problèmes de déserts médicaux. Nous n'avons pas d'audiologistes en France, nous sommes donc ORL audioprothésistes, et dans la mesure où on a l'impression qu'il n'y avait pas assez de prescripteurs, on a officialisé le fait que nos confrères de médecine générale puissent prescrire, à condition d'avoir reçu une formation spécifique. Alors nous, ce que nous avons fait au niveau du CNP-ORL et du Conseil national professionnel ORL et des sociétés savantes, c'est que nous avons, à l'instar de ce qui fait dans d'autres pays où les généralistes peuvent être impliqués dans la prescription, décrit une sorte d'arbre décisionnel où toutes les situations cliniques où le patient doit absolument voir un ORL sont répertoriées. Parmi celles-ci figure une anomalie otoscopique non résolue par le médecin qui a vu le patient en premier lieu, la présence d'un acouphène unilatéral ou qui s'aggrave, la présence évidemment d'une pathologie, enfin en tout cas d'une audition qui apparaît asymétrique sur le bilan initial, et puis l'association à une pathologie vestibulaire. Donc de toute façon, en 2021, ce patient, monsieur FM, n'aurait pas pu ne pas voir de médecin ORL parce que le généraliste aurait dû l'adresser à l'ORL devant l'unilatéralité de la pathologie, de l'audiométrie et du bilan. Merci beaucoup, Hung. Alors, Vincent, avec ton expérience, pour rebondir sur le commentaire d'Adeline avant, est-ce que, sur le principe, sachant même si tu es dans un endroit où il y a peu d'ORL, comment est-ce que tu gères cette situation sur le plan un petit peu politique et déontologique avec ce patient? Donc moi, je vais reprendre d'abord la vue de l'audioprothésiste et les fondamentaux de l'audioprothésiste. Je me retrouve avec un patient avec une perte unilatérale, avec d'abord une voie osseuse qui n'avait pas été réalisée dans un premier temps. Deuxièmement, une évaluation qui était uniquement liminaire et pas supraliminaire. Quand on regarde déjà sur la première slide la dégradation de la vocale, on peut se poser des questions. Et depuis, ensuite, dans ce qui est expliqué, la présence de l'acouphène et la prescription d'un médecin traitant, même si ça fait quelques années aujourd'hui que je suis dans l'audioprothèse, on m'a toujours dit que dans le cadre de surdité unilatérale asymétrique, d'abord c'était une consultation d'un médecin ORL, et puis si possible, avoir les informations d'une imagerie pour éviter tout problème de neurinome. Donc, certes, les déserts médicaux,
mais on a des outils comme la téléconsultation ou des choses de ce type-là, où on peut rentrer en contact, ne serait-ce qu'avec le médecin traitant, parce que c'est lui qui a pris la responsabilité de l'appareillage, et lui dire que moi, en tant qu'audioprothésiste, avant de partir sur une démarche d'appareillage, au niveau clinique, il me manque des éléments pour me permettre d'avoir un appareillage dans les règles de l'art. Est-ce que le fait de l'avoir appareillé est susceptible d'avoir retardé une prise en charge éventuelle? Alors, on va tout de suite quand même, ça ne surprendra personne sur la dernière diapositive, mais effectivement, ce patient avait un urinome assez important, a été opéré avec une cophose post-opératoire résiduelle. Donc, j'imagine, docteur Guilleret, présenté avant, que ça ne vous surprend pas. J'imagine. Et donc, la question, c'est, est-ce que le fait d'avoir été appareillé pendant 2 ans, est-ce que s'il n'avait pas été appareillé, vous pensez que ce patient aurait reconsulté plus vite? Lia? C'est une question piège, forcément, parce qu'on voit au quotidien les deux situations. Je pense que sur un patient qui est quand même allé consulter son médecin traitant avec une demande d'appareillage légitime, il est gêné d'un côté, il a l'acouphène, le refus de l'appareillage, avec un peu de chance, il aurait quand même insisté. Donc, il aurait reconsulté, ou il aurait vu un ORL, ou il aurait cherché un autre avis, et sans accabler le premier médecin, quand on est plusieurs à se poser des questions pour le même cas, on finit par avoir peut-être une démarche un peu plus complète. Donc, là-dessus, effectivement, on peut imaginer qu'il y a eu un retard en se disant qu'il aurait reconsulté, qu'on aurait proposé autre chose. On voit aussi des patients appareillés depuis longtemps, avec une autre pathologie qui évolue, et c'est quand même quand ils se rendent compte qu'ils sont embêtés et qu'ils se rendent compte quand même que non, c'est pas l'appareil qui pose problème, ils reconsultent. Donc, c'est compliqué d'être catégorique. Non, mais je suis d'accord. Ung, éventuellement. En tout cas, il a été heureux avec son appareillage pendant quelques temps. Donc, classiquement, moi je vais jusqu'au bout du bilan quand j'ai une pathologie unilatérale comme ça. Ce qui est en tout cas intéressant, c'est que le confort auditif qui lui a été procuré pendant, je crois, plus de 2 ans. Presque 2 ans, oui. Ouais, presque 2 ans, effectivement, a pu apporter une confusion. Et de toute façon, il a dû avoir une voie translabyrinthique. Il se retrouve ensuite cophotique. Il a eu une voie translabyrinthique, effectivement, derrière. Le sujet, alors, imaginons que sur ce patient soit éventuellement plus âgé, que le neurinome ait été plus petit et qu'on l'ait mis simplement sous surveillance. Est-ce qu'il est licite d'appareiller un neurinome malgré les distorsions pour rendre un confort au patient en attendant que l'évolution rétrococléaire de la surdité, rende l'appareillage impossible? Je rebondis là-dessus parce que moi, je suis d'une génération où il y a Vincent aussi, où on nous apprenait qu'un neurinome ne s'appareillait pas, point, derrière. Et je pense qu'il faut revenir un petit peu là-dessus dans certains cas pour redonner un confort au patient, même sur une durée limitée. Si on avait un neurinome intracanalaire et puis et qu'on peut le surveiller, mais bon, dans mon expérience, la plupart du temps, ces neurinomes là ne parlent pas tellement du point de vue symptomatique. Donc, on ne se retrouve pas avec ce type d'audiométrie. Mais ça ne me choque pas d'apporter un gain et un confort de vie à un patient que l'on surveille et que l'on opère. Et donc, Adeline, si on appareille sur, par exemple, sur l'audiogramme qu'on a vu sur la diapositive précédente, qui est à l'écran, est-ce que tu conseillerais une précaution particulière d'appareillage? Alors là, j'ai pas de précaution d'appareillage plus que ça, plutôt sur l'après, la cophose. C'est vrai qu'on les retrouve souvent après, plus que, enfin moi je les vois pas souvent avec un neurinome arriver, mais là sur la cophose, oui, ça c'est des cas quand même qui sont assez classiques, les voir arriver avec cette cophose d'un côté, ils nous demandent pourtant une aide pour mieux vivre cette surdité unilatérale, hein. Et là on peut leur proposer effectivement un système cross. Donc voilà, sur cette diapo là, oui, on va s'orienter vers le système cross parce que nous on n'a que 2 choix possibles. Enfin, c'est soit la réhabilitation auditive elle est possible, on va restaurer la fonction binaurale
il y aura de la plasticité cérébrale de rééducation. Là, la réhabilitation auditive, elle est impossible. On a une cophose. Donc, on va s'orienter vers du cross. Alors, en expliquant bien le but du cross aux patients, il ne faut pas non plus… le but et les limites. La compréhension dans le bruit qui restera difficile, la localisation spatiale, bien que certaines études peuvent amener à un certain type de localisation. Après, c'est 2 crosses possibles. Il y a le cross aérien. Donc généralement un mini-RIT avec embout ouvert là à droite, un micro déporté avec un émetteur à gauche en forme de mini-RIT aussi, qui vont être maintenant wireless, sans fil. Donc voilà, avec des systèmes de plus en plus stables entre les 2 oreilles. Ce sera l'occasion d'un prochain sujet de webinaire où on se concentrera donc sur ces systèmes cross. Voilà, tous ces systèmes et même osseux. De toute façon, là, on va pas avoir d'autre possibilité, nous, en tant qu'audioprothésistes, d'appareiller là-dessus, sur cette cophose-là. Eh bien, merci beaucoup. On va enchaîner parce que le temps est limité. On va passer. Oui. Il y a juste une question qui revient dans le chat, là, sur l'intérêt des PEA en cas d'asymétrie. Alors, juste, moi, je dirais que c'est intéressant de faire un PEA quand on peut également avoir une idée de la fonction endocochléaire et que je dirais qu'avec le temps, je prescris moins d'IRM que lorsque j'étais un peu plus jeune, parce que si clairement je vais avoir sur les produits de distorsion acoustique une atteinte endocochléaire qui est objectivée, ça va pouvoir être rassurant. Autrement, on peut se poser des questions sur le rôle de l'ORL, si tous les patients systématiquement passent à l'IRM avant d'avoir eu un bilan en bonne et due forme. Si jamais on a une atteinte unilatérale audiométrique avec un acouphène et qu'il y a un contexte, par exemple, de traumatisme sonore, et que la fonction endocochléaire est clairement lésée de manière unilatérale, moi, je prescris plus aujourd'hui systématiquement en IRM. Il y a en exercice libéral, est-ce que… La vraie vie, c'est qu'on a plus facilement une IRM que des PEA. Il n'y a pas de doute là-dessus. Plus vite, en tout cas. Alors, ça, c'est effectivement, c'est la différence lorsqu'on est hospitalier avec la possibilité de revoir le patient, d'avoir des bilans peut-être plus longs. Mais je comprends tout à fait que l'évolution de l'utilisation des PEA qui, en médecine libérale, va avoir aujourd'hui de plus en plus d'indications pédiatriques. Alors, Cyril, je vais me permettre de rebondir sur une petite chose là, sur cette dernière slide, sur le besoin du patient. Alors certes, on a en appareillage, je crois qu'il faut faciliter la vie du patient, tout ce qui est système de cross, de transfert d'informations. Mais je crois qu'avec les données récentes et l'évolution des indications d'implant cochléaire sur cophose unilatérale avec acouphène invalidant, là pour l'instant on ne sait pas comment le patient vit avec son problème d'acouphène, parce que cet élargissement des indications d'implant cochléaire pourrait tout à fait, si on avait plus d'informations sur le ressenti de l'acouphène, rentrer dans ces nouvelles indications d'implantation. Eh ben, je vous promets un prochain webinaire sur les surdité unilatérales pures afin de rediscuter tout ça et de répondre à d'autres questions de la salle, mais malheureusement… Pour faire simple et pour être didactique, pathologie asymétrique ou unilatérale, adressage obligatoire à l'ORL, qui sera là en sa possession, puisque jusqu'à preuve du contraire, il est en face de lui une pathologie rétrocochléaire. Ce sera le mot de la fin sur ce cas. Donc, je te laisse nous décrire le cas numéro 2. Alors, une patiente de 64 ans, retraitée, qui a du temps pour s'adonner à d'importantes activités associatives et elle a une gêne importante suite à une surdité brusque au mois de juin 2017. Alors là, l'IRM a été demandée, elle est normale. Elle a eu en phase aiguë des corticoïdes sur une dizaine de jours qui n'ont pas permis de remonter de manière significative les seuils de détection à gauche. Et elle semble développer depuis cette période, depuis 18 mois, une instabilité à la marche avec des vertiges
mais la kinésithérapie vestibulaire l'a récemment améliorée. Elle a un acouphène résiduel de sa surdité brusque à gauche. Et si on regarde le retentissement sur la qualité de vie de l'acouphène, au questionnaire THI, Tinnitus Handicap Inventory, on est sur une atteinte modérée, qui n'est pas significative, qui est inférieure à 36, qui est mesurée à 18. Vous avez dessous les courbes tonales, l'intelligibilité dans le silence, à droite et à gauche, avec un maximum d'intelligibilité qui est autour de 80%. Donc la question que nous souhaitons délivrer à la salle, c'est que prescrire? C'est pour les ORL. Et deuxièmement, pour les audios, comment appareiller? Eh ben, on va jumeler les deux sur la même question. Je vais vous lancer le deuxième sondage qui sera: prescrivez-vous ou réalisez-vous sur ce cas un appareillage bilatéral ou gauche ou droite? Je vous laisse 30 secondes pour répondre. Je laisse encore quelques secondes parce que les résultats évoluent un peu. Mais bon, ça reste un raz-de-marée pour l'instant. Allez, on va s'arrêter là. Merci de mon collègue d'Aix-en-Provence aussi, le docteur Latil, qui souhaiterait connaître la tonalité de l'acouphène. La tonalité de l'acouphène, alors je ne l'ai plus en tête, c'était un acouphène qui était relativement diffus sur les hautes fréquences de mémoire et qui avait été situé comme un bruit en bande étroite à peu près entre 4 et 5 000. Voilà, il ne s'agit pas d'un bourdonnement d'oreille évocateur d'un hydrops. Non, effectivement. Alors, les résultats donc, de notre sondage, nous sommes à 89% de prescription de réalisation d'un appareillage bilatéral, à 7% d'un appareillage gauche et 2% d'un appareillage droit. Alors, docteur Guiri, là-dessus, en tant qu'oreille libérale, vous prescrivez quoi en première intention? Moi, Est-ce que vous prescrivez? Oui, quand même. Ouais, bien sûr. Moi, je prescris un appareillage bilatéral en expliquant à la patiente pourquoi et en demandant à l'audioprothésiste si elle est réticente, parce que dans une histoire comme ça, globalement, il est probable que la patiente ne se plaigne pas du tout de son oreille droite. Elle, ça a été le coup de semonce de l'oreille gauche et elle va tout, probablement, mais probablement tout fixer sur cette oreille gauche. Et dans ces cas-là, de pouvoir faire des essais en disant à la patiente, on peut faire des essais si vous voulez vraiment voir ce que ça donne qu'avec l'appareil à gauche, on peut essayer. Je prescris un appareillage bilatéral et faites-vous votre idée. Alors, je redonne un peu le bébé à l'audioprothésiste, mais je pense que quand même, les périodes d'essai et de pouvoir faire ça va laisser un petit peu de temps à la patiente pour accepter l'idée que oui, il faut aussi s'occuper de son oreille droite. Adeline, en tant qu'audioprothésiste, sur une pression, sur une décision d'appareillage là-dessus, tu partirais plutôt vers quoi? Ah ben, forcément sur les deux, mais il peut arriver effectivement, comme Lia le disait, que les personnes se fixent complètement sur cette perte brutale d'audition. Et là, ça peut venir de la demande du patient, de faire que l'oreille gauche, ça peut arriver. Et puis, on peut imaginer qu'avant cette perte brutale, quand on voit la courbe à droite, il y avait déjà une presbyacousie, cette personne à 64 ans, et finalement ne se plaignait peut-être pas de son audition avant sa perte brutale, et vivait très bien avec cette presbyacousie. Donc, on peut redonner déjà un équilibre de presbyacousie avant enfin maintenant quoi. Il y a déjà ça, et puis il y a autre chose que je vois, c'était que l'audiométrie là, a été fait aux inserts cette fois. Donc voilà, parce que c'est vrai que quand on parle de perte asymétrique, il y a toujours la question du masquage. Mais là, je vois que ça a été fait aux inserts. Et de l'autre côté, on a des logatomes de Daudet, donc on a quand même effectivement 80%, 75-80% le maximum d'intelligibilité au logatome. Donc oui, l'oreille gauche a appareillé sans aucun doute, et l'oreille droite évidemment en plus, oui. Alors, j'ai quelques questions de la salle. La première, je vais poser à Vincent Croze. Est-ce que là-dessus, tu envisagerais un tricross? Est-ce que tu peux nous rappeler très vite ce que c'est qu'un tricross?
Alors le tricross, c'est simple, c'est c'est un appareil qui peut se décliner soit sous une forme d'appareillage bilatéral, c'est-à-dire qu'on a un appareil qui va corriger l'oreille droite et un appareil qui va corriger l'oreille gauche. Et dans le cas d'une insatisfaction de résultat pour l'oreille la plus déficiente, donc là la symétrie du côté gauche, s'il n'y avait pas de résultat de confort d'écoute et d'amélioration de la qualité de vie, et ben l'appareil peut devenir un système cross, c'est-à-dire non plus de correction de l'oreille gauche, mais un système qui permettra la transmission d'informations perçues du côté gauche sur l'oreille droite qui, elle, va être appareillée. Donc, maintenant, moi, mon avis sur le bilan, bon, d'abord, je suis un peu étonné entre l'épreuve supraliminaire, c'est subjectif d'inconfort, et l'audiométrie vocale du côté gauche. Je me poserai un petit peu des questions sur la validité de ce test supraliminaire. Maintenant, sur ce qui est de l'appareillage, il est clair qu'aujourd'hui, sa presbyacousie masquée, si j'ose dire, compte tenu de la symétrie gauche, elle va apparaître avec la correction de l'oreille gauche. Et on va créer, avec un bon appareillage, quelque part, une asymétrie, non pas en défaveur de l'oreille gauche, mais en défaveur de l'oreille droite. Ensuite, autre chose, c'est, on voit dans l'anamnèse, j'ai une importante multiple responsabilité associative. Il est clair que ce n'est pas le profil de patient qui évolue dans des scènes sonores calmes. Donc, l'évaluation de ses capacités dans le bruit va être un facteur important pour estimer que l'appareillage est bénéfique par rapport à son cadre de vie dans ces situations bruyantes. Et comme le disait tout à l'heure Léa, le fait d'avoir aujourd'hui cette période probatoire permettra aussi à la patiente de voir le mode et le moyen de réhabilitation qui est le plus approprié par rapport à ses envies et ce qu'elle attend de l'appareillage. Donc, a priori, on a un consensus sur l'appareillage bilatéral, mais peut-être la décision, c'est est-ce qu'on le fait directement en bilatéral ou est-ce qu'on le fait en séquentiel avec, pour répondre aux besoins primaires du patient, déjà un équilibrage par l'oreille gauche, puis compléter avec la droite, mais en prévenant le patient qu'il faudra appareiller les deux quoi qu'il arrive. Mais globalement, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est la demande du patient. C'est la demande du patient. Alors moi, j'en profite. Je me posais la question toujours sur ces pertes brutales. Quand prescrire en fait? Là, on voit qu'elle a perdu de l'audition en juin 2017. Elle est venue consulter certainement bien plus tard. Il y a 18 mois de vertige, il y a un acouphène. L'idée, ça serait peut-être de prescrire le plus rapidement possible ou d'appareiller le plus rapidement possible parce qu'on part du principe que moins il y a de privation auditive, moins il y a de réorganisation et meilleure sera la réhabilitation. Qu'en pensent les ORL? Alors, avant de répondre, on va quand même passer sur les courbes appareillées de ce patient pour enchaîner. Donc, Ung, peut-être, pour nous redonner un petit point de vue sur ces résultats prothétiques. Donc voilà, elle a quand même là maintenant, donc elle a eu un mini-rite d'abord à gauche. Donc l'audioprothésiste est parti sur un appareillage séquentiel. Donc, il a débuté donc par l'oreille qui avait eu de la solidité brusque. Et il la revoit donc au mois de mai dernier où il décide d'appareiller avec un mini-rite du côté droit, donc dans un second temps. Et on se retrouve ensuite avec en champ libre, en liste de Lafond, avec, vous voyez dessous, des courbes d'intelligibilité qui restent asymétrique, mais la patiente a l'air contente avec ses deux prothèses. Donc la vraie question, c'est est-ce que devant ce cas, puisqu'on est à près de 2 ans après la solidité brusque, est-ce qu'il est licite de faire un appareillage bilatéral simultané, ou est-ce qu'on préfère opter pour une procédure d'appareillage séquentiel? C'est ça la réponse. Adeline, Vincent, la vocale dans le bruit dans ce cas-là, et Ung et Lia, bien sûr, la vocale dans le bruit, un examen de première intention sur ce cas ou un examen qui peut être fait plus tard dans le temps après appareillage? Pour moi, la vocale dans le bruit, surtout si vous avez utilisé, si on utilise là, à l'époque, je crois, c'était avec donc un hint.
Ça peut être intéressant si vous pouvez faire la vocale dans le bruit, oreilles séparées, parce qu'on peut avoir des résultats dissociés. Je trouve que pour l'ORL, c'est intéressant. Alors pour l'audio, effectivement, pour authentifier, oui, forcément le gain, on va pouvoir travailler en champ libre. Mais moi, j'aime bien faire les deux. Parce que pour le coup, sur le versant purement diagnostic, si vous êtes en vocal dans le bruit uniquement en champ libre, évidemment, c'est la meilleure oreille qui répond, quoi. Donc, vous ne mettez pas en évidence la gêne dans le bruit de l'oreille gauche qui peut être aujourd'hui, comme vous le savez, un critère d'éligibilité. Bon, là, il se trouve que de toute manière, il y avait une perte tonale significative. Chez les patients qui sont vraiment beaucoup dans le bruit, de pouvoir avoir des vocales dans le bruit par l'audioprothésie, je pense que c'est vraiment un argument qui est intéressant pour le médecin, justement, dans le suivi sur le bénéfice qu'on va attendre de l'appareillage. Et ça fait partie des tests qu'il faut faire, surtout chez cette patiente qui est effectivement, comme Vincent disait, tout le temps dans le bruit, quoi. Et malgré tout, qui n'a pas de résultat très probant avec appareillage dans le bruit. Alors, est-ce que ça vous étonne? Ou est-ce que sur ces surdités brutales, est-ce que c'est une conséquence prévisible? Disons, l'amélioration dans le bruit, déjà, on crée quand même plus ou moins un équilibre uniquement sur le plan tonal, avec la récupération liée à l'appareillage. Mais par contre, on se rend compte, avec le résultat prothétique, quand on regarde la vocale, on se retrouve sur une asymétrie vocale qui est quand même très importante. Donc, dans le cadre d'avoir une asymétrie vocale importante, ça va induire automatiquement un résultat au niveau dans le bruit qui peut être que limité avec l'apport de la solution d'appareillage. Et est-ce que ça peut dépendre du coup de la durée de privation, ce qui revient à ma question tout à l'heure, quand les appareiller le plus rapidement possible après la surdité brutale, ou on peut attendre 1 an, 2 ans Est-ce que la durée de privation avant appareillage en cas de surdité brusque a un impact ou non sur l'appareillage? Moi, je pense qu'on peut prendre une décision à 6 mois de l'installation de l'ASB. Avant 6 mois, c'est difficile. Voilà, il faut c'est même, si ma mémoire est bonne, une recommandation, puisqu'on attend généralement 6 mois, et puis peut-être dépendant du problème vestibulaire éventuel. Oui, alors, ce que je répondais là dans le chat, vous pouvez avoir des problèmes vestibulaires post-surdité brusque, mais heureusement, le plus souvent, ils s'amenuisent dans le temps. Et c'est pas. Alors, je sais ô combien c'est compliqué d'appareiller un Ménière, mais là, c'est pas tout à fait pareil quand même. C'est-à-dire que les problèmes vestibulaires s'amenuisent et que manifestement la kiné, là, souvent on en a fini quand nous, les ORL, on voit le patient à distance de la surdité brusque pour prendre la décision d'appareillage. Il y a eu des vertiges à un moment donné et j'ai le souvenir de beaucoup de patients qui me disent j'en ai eu au départ et puis après avec la kiné, ça c'est fini. Donc on n'est pas dans une problématique d'appareiller un Ménière, quoi. Et on a une question qui nous demande s'il existe des études, des publications sur les résultats prothétiques en vocal des surdités brusques. Est-ce que c'est quelque chose qui a été documenté ou est-ce qu'il y a trop de biais pour mélanger un petit peu toutes les surdités brusques et les mettre dans le même sac? Alors, ça dépend de quel type de quelle étude on parle, mais c'est vrai que on n'a pas eu pendant longtemps en France, je dirais, une pluralité suffisante des listes vocales, si vous voyez ce que je veux dire, pour pouvoir avoir des résultats là-dessus fiables. En tout cas, en France. Maintenant qu'on est sur le plan qualitatif, il y a vraiment du changement, aussi bien dans le silence que dans le bruit. Je pense qu'on peut lancer ces études de manière sereine. Parfait. D'autres commentaires? Alors, on a eu quelques questions sur le type d'appareillage utilisé. C'est de l'écouteur déporté de génération très récente. On ne va pas donner de marque et de modèle ici. Et avec le même modèle à droite et à gauche, avec simplement une différence de puissance d'écouteur et d'aération naturellement. Globalement, la salle est plutôt d'accord sur le fait d'avoir un appareillage simultané plutôt que séquentiel. Là-dessus, je suis toujours. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise réponse sur les deux.
le séquentiel, pour moi, est valable à condition de prévenir le patient que l'appareillage de l'autre côté va arriver très rapidement. Simplement. Mais je pense que les deux sont valables. Je vous propose, s'il n'y a plus de questions, de passer au dernier cas. Donc, une patiente de 71 ans, une personne extrêmement active et dont on a envie de vraiment très bien s'occuper car elle est avocate. Elle présente une gêne importante et figurez-vous qu'un confrère ORL l'a diagnostiquée en 2009 porteuse d'une autospongiose droite. La patiente a refusé l'intervention après qu'on lui a expliqué voilà, les pour, les contre et les risques encourus. Et comme c'est une personne qui travaille 12 à 14 heures par jour, il n'y a pas eu jusqu'à maintenant de demande d'appareillage parce qu'elle n'a pas le temps. Mais maintenant qu'elle a le temps de mieux potasser ses dossiers à la maison depuis la pandémie et le confinement, elle vient nous voir parce qu'elle est de plus en plus gênée. Et elle a pris le temps d'aller faire une tomographie haute résolution qui a montré un foyer autospongieux qui est apparu sur l'oreille contralatérale à gauche. Donc voilà les courbes audiométriques en CA et en CO. L'audiométrie a été faite aux inserts, donc comme Adi nous disait tout à l'heure, on va quand même préciser notamment pour les ORL, il faut vraiment passer l'audiométrie aux inserts parce qu'en plus, on aura beaucoup moins de problèmes d'assourdissement ou de risque de coupe fantôme. Et vous avez dessous donc l'intelligibilité pour les deux oreilles. Alors, que prescrire et comment appareiller? On va vous poser la même question qu'au cas précédent pour voir si la réaction de la salle est différente sur ce cas d'autospongiose bilatérale. C'est à vous de jouer. Pendant le sondage, je peux parler? Mais au contraire. Par rapport aux inserts, j'avais demandé à un étudiant quel est l'avantage des inserts par rapport au casque. Il m'avait dit l'avantage, c'est que ça ne décoiffe pas. Alors, je pense qu'il y en a d'autres et voilà, c'est l'absorption des vibrations par la mousse des inserts qui diminue l'effet transcrânien et qui rend le masquage très rare finalement. Mais en tout cas, la réponse m'avait fait sourire. Alors, on est un des très rares pays sur la planète. Je viens de découvrir un des à ne pas faire d'audiométrie aux inserts de manière, je dirais, usuelle et journalière. Bon, on va arrêter le sondage là, parce que là, on est à 95% d'appareillage bilatéral et 4-5% d'appareillage droit préalable. On va commencer comme d'habitude par le docteur Guilleret. Oui, j'aime bien. Là-dessus, prescription bilatérale directe et l'avis du chirurgien quand même. L'avis du chirurgien quand même, opérer quelqu'un qui n'a pas envie de se faire opérer, c'est jamais une bonne idée, quelle que soit l'intervention, surtout quand elle est à haut risque et surtout chez une patiente, indépendamment du côté avocat et procédure, qui par définition, la voix et la parole est son outil de travail principal. Donc voilà, sur le plan audiométrique pur, on a quand même une très faible transmission. Enfin, c'est pas ce qui est en premier au devant de la scène. Donc éventuellement, sur une transmission plus importante, ce qui pourrait se discuter, c'est de l'opérer pour pouvoir l'appareiller. Ça se fait et ça peut se discuter. Sur une audiométrie comme ça, j'évoquerai même pas la chirurgie avec elle. En plus, certes, elle est très active, mais elle a quand même 71 ans. On a quand même des aigus qui sont pas bons. On a quand même un gros risque qu'elle labyrinthise beaucoup en post-opératoire. Vraiment, à mon avis, le jeu en vaut pas du tout la chandelle, quoi, sur la chirurgie. Donc ça, voilà. Ce sera intéressant sur le scanner de voir s'il n'y a pas un foyer cochléaire à droite, en plus associé, ce qui pourrait expliquer l'audiométrie. Bon, donc oui, appareillage bilatéral avec en plus des résultats attendus vu les vocales qui seraient franchement meilleurs que le cas précédent.
Et avant de passer la parole aux audioprothésistes, le risque d'évolution chez une patiente de 71 ans? Raison de plus pour l'appareil étau. Enfin, on a vraiment perdu du temps à droite. Non, mais à gauche, de toute façon, ça va évoluer. Donc, pour le coup, il faut là lui vendre la réhabilitation précoce pour qu'elle puisse s'adapter, y compris si elle se retrouve avec une perte aussi importante à gauche qu'à droite. Adeline? Alors, moi, en tant qu'audioprothésiste, je vais me poser la question de comment l'appareiller et je peux supposer qu'elle puisse me demander des intras, en fait, voire même des intras profonds. Et comme elle est avocate, Ben oui. je vais quand même lui expliquer clairement les limites par rapport à l'oreille droite de ce type d'intra. Après, mieux vaut des intras portés que des contours plus puissants non portés, on le sait bien. Et là, la période probatoire, l'essai va être intéressant. On va pouvoir lui faire essayer des intras pour répondre aux besoins esthétiques, mais certainement aussi lui faire essayer des mini-rites pour assurer nos arrières en termes de gains aussi. Donc, je lui expliquerai bien les limites de chacun des types d'appareils. Et je lui ferai essayer aussi les deux. On peut faire un essai comparatif. Après, je ne sais pas comment elle a été appareillée, cette personne-là, mais la question des intras, parfois, se pose sur ce genre de perte. Oui. Vincent? Oui, ben moi, sur le type d'appareillage, sous réserve qu'on ait un conduit qui soit tout à fait de taille correcte pour accepter un intra profond. Mais on peut lui proposer aussi bien une solution d'intra qu'une solution de mini-rite. Donc, comme le disait Adeline, avantages et inconvénients de chaque solution. Contraintes physiques dans un premier temps aussi un petit peu différentes entre les différents appareils. Et puis, comme c'est une personne qui est dynamique, aujourd'hui, on a tout un univers connecté qui existe pour les aides auditives qui peuvent être plus ou moins limitées en fonction du type d'appareil. Et bien lui expliquer tout ça. Et puis, on a le moment de vérité qui est la période probatoire. Si elle a une solution d'intra et que sur le plan acoustique, ça se passe bien, mais que la contrainte physique est un petit peu compliquée pour elle en acceptation, cette période probatoire nous aura permis de savoir déjà qu'une acceptation physique n'est pas possible. Et puis pour la patiente elle-même, de savoir que cette solution ne lui convient pas et qu'elle ne l'accepte pas, et de partir en toute sérénité vers autre chose parce qu'elle sait que son choix initial ne lui convient pas et elle n'est pas capable de le garder dans le temps. Alors, il y a une remarque de la salle intéressante sur l'importance pour les audioprothésistes, l'importance de garder une réserve de dynamique suffisante sur cette oreille droite. Est-ce que un intra ne sera pas en limite d'indication et risque de saturer un petit peu sur cette oreille droite? Adeline? C'est ce que je disais, c'est un risque. C'est un risque. Oui, non, mais comme je disais tout à l'heure, on vient savoir après l'empreinte qu'on a un volume utilisable dans le conduit qui est important. Dans le cadre, on a des écouteurs qui permettent tout à fait l'appareillage de ce type-là d'appareil d'oreille à droite avec une réserve de gain qui est au moins de 30 à 40%. Donc pour moi, cette réserve de gain dépendra de la taille du conduit et de l'écouteur qu'on peut y placer, même sur un intra profond. Alors, il se trouve, pour développer le sujet et en vous montrant les gains prothétiques, que cette patiente n'a pas été demandeuse, en fait. Bon, elle a une coiffure qui cache très bien. Elle n'a pas été demandeuse d'intra, elle était vraiment demandeuse de connectivité. Elle a une très grande gêne au téléphone, notamment professionnellement. Et le fait de faire des écouteurs déportés ne l'a pas gênée du tout. Elle voulait en plus un système rechargeable. Donc, elle est partie en écouteurs déportés avec le résultat suivant. Vous verrez que c'est un résultat qu'on va présenter en 2 fois pour une raison simple. Analyse un petit peu à chaud juste de ces courbes de gain. Derrière, Adeline, avant de laisser la parole à Taïwan pour un avis ORL. Alors là, sur les courbes de gain, donc elles sont oreille droite appareillée et la courbe en bas c'est champ libre, droit seul, et à gauche c'est oreille séparée. C'est tout du champ libre là. C'est tout du champ libre. Ok. Donc on a le champ libre. Alors l'idée pour bien équilibrer aussi ces oreilles, parce que là vraiment nous on va travailler en équilibre de Sony. Idéalement, l'équipe de Sony au confort, ça va être vraiment la clé de voûte de ces pertes asymétriques. Il va falloir travailler en Sony au confort pour rééquilibrer au mieux, pour pouvoir apporter
la sommation de sonil, la compréhension mieux bruyant, la localisation, etc. Donc là, c'est vrai qu'on n'a pas la sonie au confort. On voit qu'il y a peut-être une suramplification à gauche, ce qui est assez classique du côté de la bonne oreille. Un examen, Vincent, un examen complémentaire là-dessus ou... Oui, non, mais dans le cadre là, on est dans le cadre d'une asymétrie avec une personne à activité, c'est pareil, avec des conversations multiples. Donc, on a réduit sur le plan tonal, bien sûr, l'asymétrie. On a réduit sur le plan vocal aussi l'asymétrie vocale. Donc, le juge de paix pour la satisfaction de la patiente, c'est la vocale dans le bruit. Et je poserai une petite question au médecin, c'est à partir de quand, sur le plan vocal, on peut estimer qu'il existe une asymétrie, ou si le seul juge de paix est la vocale dans le bruit. Moi, je trouve qu'on a un très bon résultat audioprothétique. Je rappelle le cas clinique où on part à droite d'une patiente avec une dysprogiose qui est évoluée, mais qui est avec une bonne réserve cochléaire. Et moi, j'embêterai pas l'audioprothésiste par rapport aux résultats obtenus. Là, je pense que je dirais à ma patiente, on a un bon résultat. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit d'un point de vue symptomatique. Alors, Vincent, tu me posais une question sur l'asymétrie. Alors, nous, dans les sociétés savantes d'audiologie, que ce soit dans les pays en Europe continentale ou dans les pays anglo-saxons, on regarde la symétrie sur la tonale et sur à partir de 15 dB en PPA sur les 4 fréquences conversationnelles, on considère qu'il y a une asymétrie. À ma connaissance, mais l'IA commentera peut-être, sur la vocale, c'est pas quelque chose qui cristallise notre attention particulièrement. Donc, on juge la symétrie en tonale de façon prioritaire. C'est également ce que tu fais, Cyril, si tu regardes les critères du PAP pour les indications, voilà, pour mesurer l'indication d'appareillage, la symétrie, puis l'amélioration ensuite. Très bien, alors, on va enchaîner sur les résultats. Oui. Oui, et il y avait une question, alors je vois qu'il y avait 2 questions. Voilà. Question toujours du docteur Latil. Sur les lyriques. Est-ce qu'on pourrait, chez cette patiente, proposer des prothèses entre guillemets jetables, des lyriques? Donc, je sais pas, ça c'est peut-être pour Adeline et Vincent, indépendamment des moyens de la patiente, hein, puisque vous savez que ces prothèses aujourd'hui ne sont pas remboursées en France. Adeline, un avis sur le lyrique, particulièrement dans ce cas? Non, j'en ai jamais fait, donc j'ai pas d'avis dessus. Vincent, tu connais peut-être plus que moi. En application, j'ai jamais utilisé. Maintenant, je connais un peu. Bon, sur l'oreille gauche, ça ne poserait pas de soucis particuliers. Par contre, j'ai quand même peur qu'en termes de gains utiles avec un système lyrique, on soit limité en résultat prothétique du côté droit. Donc, oui pour l'oreille gauche, non pour l'oreille droite. Maintenant, on ne peut pas non plus partir sur 2 modes de formes d'appareils différentes avec une captation microphonique qui ne sera pas la même. Donc, je resterai sur la solution choisie par la patiente, c'est-à-dire de rester sur le système de demi-lyrique, parce que le lyrique n'apportera pas la même qualité de résultat au niveau de l'oreille droite. Je suis d'accord avec toi, Vincent. J'ai l'impression qu'à gauche, on pourra avoir un résultat. À droite, on est sur une surdité moyenne de second groupe, hein, ou une surdité modérément sévère pour les anglo-saxons. Je suis pas sûr. Avec un petit facteur transmissionnel en plus. Hein. Ouais, je suis pas sûr qu'on puisse avoir. Oui, c'est un petit peu le consensus de la salle là sur le lyrique. Ça va être un problème de puissance et de réserve sur cette oreille droite. Et on a une autre question qui va me permettre d'enchaîner sur la diapositive suivante, qui est: est-ce que un équilibre binaural meilleur serait préférable à ce résultat prothétique? Et effectivement, c'est une très bonne question, puisque cette patiente est revenue un petit peu après en se plaignant du milieu bruyant, tout en étant toujours très satisfaite dans son exercice professionnel. Je vais laisser... Faut pas être trop gourmand. Alors, c'est la question, voilà. Donc, et là, on va peut-être rebondir sur l'intérêt de la vocale dans le bruit à ce moment-là. Oui, donc là, le gain diminue à gauche.
Et l'audioprothésiste observe une amélioration du SIB50 au HINT en cabine. Donc on comprend que elle s'améliore dans le bruit, là. Elle s'améliore dans le bruit après avoir diminué le gain prothétique à gauche. Ouais. Et en cabine, ça veut dire qu'on lui a fait en champ libre, là. Hein, Oui, c'est toujours du champ libre. C'est toujours du champ libre avec une comparaison entre les deux réglages. Moi, j'ai l'impression que ce qui est compliqué quand on est malentendant, même malentendant, je dirais modéré à moyen, ce qui est le plus difficilement supportable, c'est L'' c'est quelque chose que, même quand on a un trauma sonore, même passage, etc., c'est extrêmement, je dirais, déstabilisant, même d'un point de vue de localisation spatiale, de contrôle de la posture, etc. Les patients, ils n'aiment pas bien ça, quoi. Moi, j'approuve le fait qu'on ait diminué, que l'audioprothésiste ait diminué la symétrie. Enfin, moi, je trouve que c'est ce qu'il fallait faire. Oui, tout à fait. Les gens sont souvent beaucoup moins gênés, sont beaucoup plus gênés par même une perte légère asymétrique que par une perte plus importante mais symétrique. Ça, c'est évident. Et quand je disais, faut pas être trop gourmand, il y a des très beaux résultats sur un papier. Faut juste pas oublier de demander à la patiente ce qu'elle en pense et qui va rarement dire en fait j'entends trop. Enfin, c'est compliqué, mais ça m'arrive de temps en temps quand même de faire un courrier pour l'audioprothésiste, oui j'en fais, en disant attention, faut peut-être baisser un tout petit peu, être un tout petit peu moins ambitieux, faciliter la vie des gens, et il sera toujours temps, au bout de quelques années d'adaptation, d'un peu d'évolution auditive, de remonter, mais du coup de remonter les deux côtés, voilà. Adeline et Vincent, Adeline. Ben là, on voit diminuer justement l'appareil à gauche, à augmenter les capacités de compréhension milieu bruyant. Donc, l'équilibre, c'est vraiment la clé de voûte. Oui, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, Vincent. Oui, non, mais moi, ce que je regarde, c'est ce que j'évalue surtout, c'est l'appareil dans ses qualités de vie, c'est sur le plan vocal. Et quand je regarde là, certes, il y a toujours une petite asymétrie vocale, mais par rapport à la diapo qui était juste avant, on a réduit l'asymétrie vocale. Et donc, le fait d'avoir réduit la symétrie vocale, on a augmenté les performances en milieu bruyant. Même quand on disait toujours, il reste une presbytie plus ou moins résiduelle avec l'appareillage, mais on a un équilibre qui est nettement mieux restauré, et on le voit avec la réduction de la différence sur le plan vocal, et ça se réduit automatiquement dans ce cas-là sur des performances dans le bruit supérieures. Alors, effectivement, la patiente a largement préféré ce deuxième réglage, avec toutefois un petit détail, c'est qu'elle a baissé un tout petit peu, elle l'a senti, sa perception dans les audiences, avec des gens qui étaient parfois assez loin, à 5, 6, voire pas loin de 10 mètres parfois, et elle a simplement demandé un programme un petit peu réamplifié qu'elle utilise spécifiquement lors de l'audience. Et ce que l'écouteur déporté permet, ce que les intras n'auraient pas permis, effectivement. Derrière. Donc, elle joue sur la connectivité et elle joue là-dessus. Et c'est voilà, exactement, on a une remarque dans le chat qui redit ça, c'est effectivement ce qu'elle a demandé. Et on est resté là. Bah, écoutez, le mot de la fin peut-être pour le professeur Taïwan. Non, mais pour tous les 5. Hein. Non, je pense que d'après le retour que l'on a là sur le chat, on est sur un format d'1 heure qui convient au plus grand nombre d'entre nous. Je pense que les 3 cas sélectionnés avec Cyril ont permis petit à petit et puis touche par touche d'appréhender les différentes problématiques là qui se posent à nous. Et je pense qu'effectivement, Cyril, Vincent, vous en avez parlé tous les deux, il va y avoir des nouveautés également en ce qui concerne les surdités unilatérales et donc les SSD dans les prises en charge. Donc, je crois qu'il sera intéressant dans un prochain webinar de bien rappeler les indications des prothèses ostéo-intégrées et puis de l'appareillage cross qui va rester dans les mois à venir un prérequis avant de proposer une étape, je dirais, plus irréversible.
Et je me suis engagé en public à ce que ce webinaire sur la sécurité unilatérale voit le jour. Et je m'y réengage. Il me reste à remercier nos orateurs pour la qualité de leurs prestations, à remercier les auditeurs d'avoir fait l'effort d'avoir été là. Écoutez, je vais conclure la séance. Merci à tous, en espérant qu'un jour on puisse se revoir aussi en présentiel, qui est un autre plaisir, mais ravi que ce format vous ait plu. À bientôt. Bonne soirée. Merci, Au au revoir. revoir. À tous. Merci.